Bonjour les amis, cap aujourd'hui sur la rue de Provence dans le 9e arrondissement. Elle s'étire sur plus d'1 kilomètre entre la rue du Havre et la rue du Faubourg Montmartre. Elle doit son nom au comte de Provence, le frère de Louis XVI, qui deviendra le roi des Français en 1814 sous le nom de Louis XVIII. Cette rue, c'est l'arrière-boutique des grands magasins du Printemps et des Galeries Lafayette, avec une kyrielle de cantines pour se restaurer lors des virées shopping. Mais c'est aussi des adresses de haute volée qu'on adore vous faire découvrir dans Paname. Allez, c'est parti les amis. Cette semaine, à proximité du boulevard Haussmann et de l'Opéra, Paname nous plonge dans un univers poétique tout en légèreté, créé par une designer très inspirante. J'aime ce matériau qui se plie à énormément de fantaisie. Dans les pas de Frédéric Gersal, nous découvrirons les prouesses architecturales du premier temple du commerce rive droite. Bye bye bye. C'est donc le ciel de printemps au printemps. Quoi de plus logique? C'était l'idée des bâtisseurs. Ensuite, Yvan nous révélera l'art de rendre les vêtements impeccables dans une prestigieuse blanchisserie parisienne. On peut tout nettoyer, on est magicien, mais pas non plus... Enfin, il ira à la rencontre d'un journaliste, en exil, pour voyager entre le Pakistan et The Dissident Club. On va raconter ta vie, ton histoire, avec une bande dessinée. Oui. Incroyable ça quand Oui. même. Dans l'immédiat, Yvan va nous mettre en appétit en rencontrant Katia Barek, qui a délaissé les domaines de la communication d'un grand groupe bancaire pour ouvrir Majouja, un restaurant dédié aux délices de la Kabylie, une région montagneuse d'Algérie. Salut Katia. Hello! Qu'est-ce que c'est que cette grosse galette? Ça te tente? Bah oui, ça me tente, j'ai envie de goûter Bah maintenant. écoute, tu veux passer à l'intérieur? Avec grand plaisir, je te T'en rejoins. prie. Oh, mais il y en a plein d'autres des merveilles. Eh oui, chez nous, quand c'est fini, c'est pas fini. Voilà. Et alors, moi, je connais un peu la cuisine marocaine, un petit peu la cuisine tunisienne, pas trop la cuisine algérienne, alors la kabyle, pas du tout. Pas du tout. Bah écoute, C'est normal? tu n'es pas le seul à me dire ça, donc c'est Ouais. tout à fait normal. Et en même temps, c'est pas normal. Ah non, mais t'es là pour... D'où la création de Majouja, puisque l'idée, c'est de mettre en avant tout le patrimoine culinaire de la Kabylie, mais au-delà aussi. C'est-à-dire qu'on affiche fièrement Cantine Kabyle, et la Kabylie faisant partie de l'Algérie, on visite toutes les régions d'Algérie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cuisine kabyle? La cuisine kabyle, en fait, c'est une cuisine vraiment, on va dire, et c'est pas du tout péjoratif, c'est la cuisine du paysan. C'est-à-dire que c'est une cuisine très simple, à base de semoule, très souvent, de pain, parce qu'en fait, le paysan se nourrissait de ce que la terre lui donnait. Et surtout, il respectait les saisons. Et c'est une cuisine de famille. Tout à fait. Cuisine de Tes famille. parents, tes grands-parents, ta Ah oui, maman oui, faisaient ce que tu oui. proposes là. Tout à fait. Cuisine de transmission, Qu'est-ce que c'est? Ah, mais là, c'est une salade de taboulé. qu'on appelle tamrfoult. C'est le couscous végétarien par excellence, typiquement kabyle. Qu'on mange chaud ou froid? On mange chaud ou tiède. On le cuisine avec des fèves fraîches, des petits pois, des carottes. On a mis nos fameux haricots verts. Et j'avais envie de respecter cette tradition qui veut qu'on le propose avec un œuf dur et un filet d'huile d'olive des oliveraies de mes parents en Kabylie. Alors, tu dis que c'est une cuisine simple, mais c'est quand même une cuisine goûtue. Alors, c'est une cuisine non seulement goûtue, et quand je dis simple, je ne parle pas du temps nécessaire à sa préparation, qui est l'ingrédient principal de notre cuisine, le temps, la patience. Ah oui, il faut Ouais. être patient pour faire de la Oui, bonne oui, cuisine oui, oui. kabyle. Et alors, là, on a vu plein de spécialités, mais est-ce qu'il y en a une, à part le couscous, qui revient tous les jours et qu'on te réclame absolument, qui est vraiment typiquement kabyle? Alors, typiquement kabyle, je pense que je mettrai tous les kabyles d'accord, c'est l'asben. L'asben. Oui, l'asben, c'est une boulette de semoule de blé qui est façonnée avec plein d'aromates et qui cuit dans un bouillon. Voilà, c'est à voir. Tu me montres? Ouais, avec plaisir. Voilà Nora, notre chef. Bonjour Nora. On est en saison d'été, donc les poivrons en couleur, ils sont là. Ouais. On met tout? On met tous Ah, les bien. épices.
Et comme vous voyez, je fais à la traditionnelle, ni cuillère ni rien. C'est un plat typiquement traditionnel. J'ai même la tenue avec. Je vois ça, oui. Il faut mettre l'âme. On mélange. Et on touche avec les mains. On va sentir la semoule qui pénètre dans tous les arômes, dans l'huile. Et on passe à l'étape suivante, qui sera le ramassage. Je mouille ma main pour que la pâte ne colle pas. Le secret, c'est de tremper la main Et de tapoter. et de tapoter tout Donc j'ai doucement. envie d'essayer, Nora. Je trempe donc mes doigts. La main droite, La main droite, d'accord, uniquement la main droite. Là, je prends une grosse brosse comme ça, allez-y, on va Ah. voir. et après je façonne. Mais il faut toujours remettre la main pour fermer un petit peu les rebords, comme ça. Bravo, il a réussi pour une première, franchement. Vous vous débrouillez très bien. Ça, c'est la sauce. Là, on va faire cuire nos boulettes de tout à l'heure, la semaine qu'on a façonné ensemble. Et là, ça va partir pour une heure de cuisson à feu doux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est parfumé. Vraiment délicieux. On se t'auto-valide? On se toto-valide. Moi, je vais rester sur ces saveurs. Hein. Là, je suis super en forme pour débuter ma balade du côté de la rue de Bah, Provence. écoute. C'est topissime. Bravo, Génial. bravo, bravo, bravo. 46 rue de Provence, il y a un lieu unique où le papier est sublimé en sculpture pour devenir un objet décoratif. C'est le studio Marianne Kelly, ouvert en 2007, où des formes merveilleuses vont susciter toute la curiosité de l'Ivan. Bonjour, Marianne. Qu'est-ce que c'est beau chez toi. Waouh. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de faire une feuille de ginkgo. Donc, je suis en train de travailler avec un papier arche qui est très épais, qui fait à peu près du 650 grammes. La matière que tu aimes beaucoup, c'est le papier. Oui, Ça, c'est le matériau de prédilection de la maison. absolument. C'est le premier matériau avec lequel j'ai travaillé des maquettes, des sculptures. Je trouvais que s'il fallait être designer et faire avec quelques plis et quelques découpes un objet décoratif ou un objet usuel, alors je trouvais que j'avais réussi ma création. Moi, je voudrais un petit peu t'aider. Est-ce que c'est possible que je Oui. participe à cette création de feuilles de ginkgo? Oui, alors est-ce que tu veux essayer de couper? Bah oui. Il faut que tu suives cette ligne-là. Donc, Bon, je te- si c'est je te- raté, tu m'en veux pas, hein? Non, pas du tout. Tu appuies quand même assez fort. Ouais, il faut se laisser aller. Et il faut que tu traces, tu ailles jusqu'au bout. Même si tu ne suis pas complètement la ligne, c'est pas complètement embêtant, hein, Enzo. Mais ce qu'il faut, c'est que tu aies un geste. Attends, attention, hein, parce que là, tu es en train de me Oh couper le là truc. là 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 là. Oui, voilà, c'est ça. Bon, pas d'accord. Ok. On va arrêter là. Voilà. j'arrête là. Et voilà. Et non, non, tu continues, tu vas jusqu'au bout et tu. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et donc, moi, après, je vais travailler avec l'eau. C'est-à-dire tu vas voir tout de suite. Ça, c'est assez agréable. Déjà, c'est un papier extrêmement naturel parce que qui est fabriqué à base de coton. Et donc, du coup, on va lui mettre de l'eau. Et toi, tu détruis pas les forêts. Non. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Et après, on va le sculpter comme ça. Ça sèche et ça garde sa forme. Et là, Marianne, c'est censé devenir cette magnifique feuille de ginkgo. Oui, c'est un travail qui est très agréable que tout le monde peut faire. Hein, voilà. j'aurais C'est, pas enfin, osé mouiller le faire papier, une sculpture avec le papier. Il y a rien de plus naturel. Et ton travail, on le voit tout autour de toi, là, dans Oui. ce studio. C'est absolument incroyable. Montre-moi ce paravent, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un paravent qui m'a été commandé sur le thème du papillon. Et alors, on a travaillé avec différentes techniques. Et c'est un peu un envol de papillon. Tu pourras remarquer que c'est très doux comme ambiance. Ça va aller dans une chambre à coucher. Et donc, l'idée, c'est de faire des rêves de papillons, bien sûr.
mais aussi d'être assez apaisé. En fait, quand tu es dans du papier, tu es un peu comme dans un cocon doux, agréable. C'est jamais violent, c'est jamais agressif. Non, le papier. jamais. Voilà. Et donc là, on a un papier qui est avec une base, un papier qui vient du Japon. Et puis là, on est à nouveau dans le papier que donc, je t'ai montré tout à l'heure. Et encore un autre papier qui fait les écailles. Derrière, cette façade, je crois que je la connais. Ouais. Ça, c'est Ça, chez c'est- Guerlain, c'est ça? Voilà, c'est notre oui. trésor. Et C'est votre trésor, on va s'en ouais, approcher. Voilà, on va s'approcher. C'est la façade de l'avenue Oui. des Champs-Élysées. Oui, c'est une sculpture, une maquette qui nous a été commandée. Nous l'avons réinterprétée avec des découpes papier assez fines, assez délicates, comme peuvent être les façades haussmanniennes. C'est une prouesse, c'est une difficulté à faire? ça Ouais, c'est extrêmement complexe. Ouais. D'abord, il faut réinterpréter les dessins d'architecture. Ensuite, travailler avec des machines laser pour vraiment faire ces découpes. Et il faut que ça soit la juste proportion. Si tu veux, regarde comme c'est Ouais, tout très, très, ouais, très fin. c'est incroyable. Voilà. Qu'est-ce que c'est ici? C'est mon cabinet de curiosité. C'est là où j'aime écouter mes clients qui me demandent des projets toujours plus incroyables les uns que les autres. Et là, j'ai envie de te faire un cadeau. Tu vas Wow. pouvoir repartir avec cet arbre orchidée, en fait. C'est somptueux. Voilà. Là encore, c'est sérigraphié, découpé. Il y a 2 oiseaux. Je suis très touché. Merci beaucoup, Marianne. Je t'en prie. Je vais partir avec ces merveilles. Yvan a rendez-vous avec une autre merveille qui cette fois s'élève à plus de 50 mètres au-dessus de Paris. Ces fameux lanterneaux dorés symbolisent une réussite commerciale qui défie le temps. Une histoire épatante des lieux prestigieux qu'il va découvrir avec Frédéric Gersal. Frédéric, Ah, Yvan. vous m'emmenez faire du shopping? Oui, on va surtout découvrir un bâtiment extraordinaire qui appartient à l'histoire de Paris. Le premier magasin du printemps. Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est marqué « Grand magasin du printemps ». Ouais. Et si on monte un petit peu plus haut, on s'aperçoit que ça s'appelait à l'origine « Au printemps Et pas le ». printemps. Non, pas le printemps, au printemps. Qu'est-ce que c'est que ces dates-là? 1865, c'est là, c'est cette année-là que Jules Jaluzeau et son épouse Augustine Figeac s'installent et ouvrent un premier magasin. Ce premier magasin va brûler en 1881 à cause de l'éclairage au gaz. Et du coup, ça va être rebâti en 1881-82, d'où cette seconde date D'accord. de 1882 qui marque l'histoire du bâtiment. Et depuis, ça n'a plus bougé, cette façade. Depuis, cette façade n'a plus bougé et d'ailleurs, elle est classée à l'inventaire des monuments historiques, comme on peut le voir indiqué en bas. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces statues-là? Ah ben là, ça représente les 4 saisons. Donc 4 femmes qui représentent les 4 l'été, c'est les toutes nues. Non, c'est justement, c'est le printemps. C'est une belle façade. Hein. C'est une très très jolie façade. Et du coup, à l'intérieur, il y a des trésors que je voudrais vous faire découvrir. Ouais. Non seulement à l'intérieur, mais sur le toit. Venez voir. Ah oui! Ah, Ah, oh, c'est beau, hein? c'est beau. C'est toujours beau. Ça, c'est le Paris. vu. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Que des trésors ici. Si on a quitté le rez-de-chaussée pour monter ici, c'est justement pour voir que l'implantation de ce magasin est intelligente. A priori, non. Mais a posteriori, on peut dire que oui. Alors ici, on a la gare Saint-Lazare, qui est un des éléments principaux pour l'installation de Jaluzeau ici. Pourquoi? Parce que la gare Saint-Lazare, c'est la première gare parisienne. À l'opposé, vous avez ici l'église de la Madeleine. Oui. L'église de la Madeleine qui est la plus chic, la plus mondaine. Oui, c'est toujours le cas, d'ailleurs, De un peu. Paris, oui, absolument. Enfin, ici, vers l'ouest de Paris, c'est un quartier qui n'a pas de grand commerce, comme ces grands magasins, comme on les appelle. Et là, il y a une bourgeoisie qui s'installe et qui va devenir, évidemment, la bourgeoisie qui va faire vivre en partie ce magasin au printemps. Il faudrait que je vous montre un trésor, le trésor des trésors. Un Encore dôme extraordinaire qui surplombe un magasin entier, vous imaginez?
à Ouais. 42 mètres de haut. Oui, on y va. Ah bah oui, il faut que Avec je vous montre tous ces ça. trésors, moi, j'ai la tête Avec qui des tourne. couleurs incroyables. Un faux ciel. Alors, Waouh, c'est ce waouh. beau dig, Ah hein. oui, c'est spectaculaire, c'est incroyable, c'est magnifique. Je vous donne quand même les dimensions. On a 20 mètres de diamètre pour cette coupole et 16 mètres de hauteur jusqu'au lanternon. Il y a en tout 3185 pièces qu'il a fallu assembler pour réaliser cette coupole magnifique. Il y a 7 nuances de bleu différentes, mais effectivement, quand on voyait ça depuis le bas du magasin, eh bien, on avait l'impression d'avoir un ciel bleu au-dessus de la tête. C'est donc le ciel de printemps au printemps. Quoi de plus logique? C'était l'idée des bâtisseurs, qui, figurez-vous, tout le centre de ce magasin gigantesque n'était qu'un trou. On atteignait les 6 étages, il y avait 6 étages par un escalier que l'on voit au fond et qui permettait de gravir à pied, ou alors on utilisait les 2 ascenseurs qui se trouvent ici, un ici et l'autre de l'autre côté, car c'est le premier grand magasin parisien à avoir eu des ascenseurs. Là, on est vraiment dans le temple du commerce. Alors, il y a une protection encore qui existe, puisque c'est une des 2 pots PEAU, Ouais. du plafond. Hein. C'est-à-dire qu'à Oui, l'extérieur... là, on n'est pas directement sous le ciel. là. Non, à l'extérieur de cette coupole, il y a une autre coupole tout en verre qui permet de protéger de ce qui peut tomber du ciel. Je sais pas, Thomas Pesquet, par exemple, s'il vient tomber. Mais il nous regarde, Thomas Pour Pesquet, le là, il printemps. vous voit. Oh, il faudrait regarder ça. Il voit tout. Ah oui. Alors là, on est vraiment là dans les coulisses. Hein. Alors, vous voyez, cette deuxième peau, on se croirait en fait dans un observatoire, vous savez. Exactement. Avec ces grandes bulles rondes, et puis il ne manque plus qu'un télescope. C'est incroyable parce que cette deuxième pause souligne la fragilité du lieu. hein. Oui, C'est incroyable. complètement. Que je fasse pas de bêtises. Ah oui. Oh là là, oui, c'est incroyable. On va faire les... Non, non, je lâche pas. Je vous laisse. Ça vous va très bien comme ça. Allez, J'adore. à bientôt. À bientôt. Boulevard Haussmann, à 2 pas du printemps, il existe depuis 1903 une blanchisserie de luxe. C'est une véritable institution qui trouve toujours une solution quand il s'agit de faire nettoyer, de détacher, en prenant un soin infini des vêtements. Et pour Yvan, c'est plutôt rassurant. Bonjour Manuela. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Mais enfin, est-ce que vous pouvez me sauver? Bah j'espère, c'est quoi? Parce que j'ai fait une petite bêtise. Cravate? Avec ma cravate. Qu'est-ce que C'est vous avez fait? l'admiratrice qui m'a embrassé sur la Ouh cravate. là là, j'espère que votre femme est au courant quand même. Pas trop, non, rien à dire. Alors, vous pouvez faire quelque chose sur ma cravate? C'est du rouge à lèvres, oui. Alors Bonsoir. ça date de c'était- combien de temps? On va dire hier. Hier? Ça va. Ça va? Non, ça Faut va. pas attendre, hein? Non, non, il faut pas attendre, vous avez bien fait. Là, ce qu'on va faire, nous allons la nettoyer. Déjà, on va la pré-brosser. Vous avez la pré-brossée. Oui, ça veut dire que nous allons traiter à la tâche pour le rouge à lèvres. Mhm. Et quand on aura fait ça, on va la passer à sec pour la neutraliser entièrement et pour la rendre propre. On la démonte entièrement. Comment ça, vous allez démonter ma cravate? Bah, c'est normal, il y a une lame à l'intérieur. L'âme de la cravate, quand tu la nettoies, il n'y a plus le style correct. Ça va gondoler. Oui. On va faire comme cette cravate, justement. Regardez, j'ai une cravate d'un client. Là, elle a été repassée. Bah, enfin. Donc voilà, on la démonte et ça s'appelle l'âme de la cravate. Ah, d'accord. Alors après, nous allons mettre des épingles partout. Ouais. Voilà, partout. Et après, vous allez la Et après, je vais recoudre. la recoudre. Chaque vêtement est pris à part. Chaque client n'est pas mélangé. On met d'un côté, on fait chacun son petit client. C'est ça, la teinturerie C'est d'exception. ça qui est de luxe. Et le luxe, après, c'est de refaire tout à la main parce que quand tu donnes ça à un pressing du coin, il ne te le demande pas. Alors là, Manuela, tu remontes une cravate. Exactement. Tu vas la repasser ou pas? Ça y est, je l'ai déjà repassé. Oh, bah, tu vas trop vite, toi. Là, je ferai un petit nœud d'arrêt avec une petite bride. Ouais, Et vous voyez que elle Elle est- est ronde. absolument impeccable. Voilà. Et bah, pourquoi il y a Dalida, là, qui vous regarde? Parce qu'on l'a eu comme cliente, elle venait chez nous. J'étais pas encore là à cette époque-là, mais mes collègues m'ont dit qu'elle avait des vêtements qui venaient souvent chez eux.
Donc vous avez des clients exceptionnels, vous avez aussi des grandes maisons de Nous couture. avons tout des ça. grandes maisons que je ne peux pas nommer. Je pense Faut pas rester qu'on- discret. Voilà, Mais on imagine ce que ça peut voilà, être. nous avons presque tous, quoi. Et ça doit Ouais. vous amuser quand même quand vous Oh voyez non, mais passer c'est des super. comme ça, Ah non, mais c'est un régal. C'est comme si... eh ben, alors, récemment, on a eu une grande maison de couture et c'était des robes d'avant et qui veulent remettre, voir ce qu'ils peuvent faire. Et on en a eu 6 et c'était des belles robes. Écoute Manuela, je vais te laisser. Merci. Je vais revenir chercher ma cravate. D'accord. Et puis je vais revenir pour toi, parce que je suis sûr que les clients ils viennent aussi pour toi. Ouais, je sais pas, Parce que tu es un j'espère vrai bien. personnage. Derrière un comptoir, Taha Siddiqui n'est pas seulement un barman qui accueille des musiciens en exil. C'est aussi un journaliste qui a reçu en 2014 le prix Albert Londres. Il a été contraint de s'exiler après avoir dénoncé les abus de pouvoir de l'armée pakistanaise et subi une tentative d'enlèvement. Yvan rend visite à ce réfugié qui a recommencé une nouvelle vie à Paris et ouvert The Dissident Club. Salut Ta. Salut. Comment ça vas-tu? va Oui, ça va, ça va. Dis-moi, Entrez, faut que entrez. tu me racontes l'histoire de ce bar. J'ai plein de questions à te poser. Oui, oui, Je rentre bien sûr. Oui, oui, Allez-y. entrez, entrez. Alors dis-moi Ta, qu'est-ce que c'est exactement ce bar The Dissident Club? Ce bar, c'est spécifique, c'est un bar concept. Je suis dissident politique, réfugié politique aussi. Je suis pakistanaise, journaliste. J'arrive ici en 2018. J'ai ouvert cette bar l'année dernière pour le rencontrer avec les dissidents dans le Paris, la personne dans l'exil ici. Ta vie, elle est vraiment romanesque. C'est comme un roman. Oui, c'est une chance. Hein. Ouais. C'est juste une chance. Hein. Je suis curieuse toujours. J'ai besoin parce que j'habite en Arabie Saoudite avant, comme vous dites. J'habite en Arabie Saoudite pour 16 années. Après, je reviens au Pakistan 2000, l'année 2000. Et pour que j'ai regardé mon pays avec un nouveau réseau. Un nouveau regard. Oui, nouveau regard. Salut Ta, Oui, salut, ça va? je suis venu avec des planches là, puis le travail d'Élise et d'Ariane sur la couleur. Ah oui, oui, j'arrive, D'accord, non, ouais. j'arrive. Ok, j'arrive. Qui est-ce? C'est mon cartooniste, je travaille avec ça pour la BD. Ah, c'est lui qui fait la BD pour toi, Oui, d'accord. oui, il fait le cartoon, il fait le design ou il fait la traduction en français parce que j'ai écrit en anglais. Eh ouais. C'est mon cartooniste, c'est Hubert Maury. Tu m'invites à le rencontrer? Oui, oui, bien sûr. Donc si j'ai bien compris, là, il y a toute la vie de Ta, là. Alors il y a une partie de la vie, parce que toute la vie n'est pas encore racontée, puisqu'il y a encore une centaine de pages à faire, mais Ah oui, d'accord. il y a une bonne partie de la vie. Ça va être une énorme BD, alors. 300 pages. 300 pages. 35 ans 300 de vie. 35 ans de vie, 300 pages. Ça commence comment? Avec la naissance? Ça commence quand il est tout petit garçon, ça commence même au moment où sa maman est enceinte. Il doit y avoir une... Voilà. Donc voilà, les parents qui débarquent en Arabie Saoudite, du Pakistan, famille d'immigrés en fait, en Arabie Saoudite. Comment t'as réagi, Ta, quand on a su qu'on voulait faire une BD sur toi? Ça a été quoi ta réaction? Ça, c'est pour moi, j'ai écrit avant. Hein, j'ai écrit pour le reportage et tout. Hein. Ça, c'est le reportage, c'est pour mon vie. Ouais. Et c'est un petit peu catharsis parce que j'ai souvenir les choses, j'ai oublié. Mais avec Hubert, c'est la chose bonne parce que il est connu Pakistan. Alors, il est où notre Ta adolescent, par exemple? Alors, le tas adolescent, est-ce que je l'ai le tas adolescent? Parce que là, j'ai pas ramené toutes mes planches, mais... Le Tas Là, c'est le tas quand il fait du journalisme. Ouais. Bah, par exemple, là, on le voit. Alors là, c'est les scènes un petit peu de Ouais. vie. Alors, Alors, tu te reconnais? Tu Oui. te reconnais? ça, c'est ta ado, ça. Enfin, pas ta ado, ta 20 ans, quoi. T'as 20 ans, il est là? Ouais, il est là. Là? Voilà, là, il a 20 ans à peu près. Et il a pas de C'est son chapeau. premier amour. Premier amour, d'accord. Ouais. Oui. Une jeune fille chiite, alors que ta est sunnite. Et le chapeau, t'es arrivé quand? Dans l'histoire? C'est en français, c'est D'accord. chose française. Alors, le chapeau, on le verra quand c'est il le sera en chic France. français. Voilà, c'est le chic français. avec les chevaux et tout. Donc là, on est à combien de la BD? Là, on en est à peu près aux 2 tiers. 2 tiers. Il Mais reste pas encore- là-dedans, hein, il y en a beaucoup Oui, plus, bien bien sûr. évidemment. Mais il reste encore une centaine de pages à Ouais, il faire. reste une centaine de pages. Waouh.
Écoute, on vous souhaite un grand succès, à toi, à vous deux, à cette BD. On va se dire au revoir ici, ça va être la fin de la balade dans ce quartier. On va dire aux amis qui nous ont regardés tout au long de cette émission que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur france3.fr, venir aussi me parler sur les réseaux sociaux. Et puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Moi, je vais finir avec modération ce Red Mosque, c'est ça? Oui, l'Al-Masjid. Al-Majid. Ah, c'est ça.